Merci à tous, merci à toute l'équipe, merci cher Jean-Yves. Alors, moi je dois vous dire que ce milieu médiatique est assez récent pour moi puisqu'il a démarré il y a 3 ans, mais qu'avant je faisais complètement autre chose. Je menais une vie d'expatrié à Moscou, somme toute assez classique. Et j'ai débarqué dans ce milieu parce que, comment dire, j'ai une amitié avec une des stars du journalisme de guerre, correspondante de guerre sur TF1, qui s'appelle Liseron Boudoul, et qui m'a demandé en janvier 2022, donc avant la guerre, de l'accompagner en Russie, parce qu'elle souhaitait faire un reportage, elle souhaitait trouver un sujet. Et donc je lui ai proposé d'aller suivre la situation au Donbass, qui à l'époque déjà, je disais, faisait quasiment la une de l'actualité, puisqu'il y avait des pourparlers en cours entre les présidents américains, russes et ukrainiens. Mais bien qu'ayant parcouru la plupart des grandes villes russes, mais je ne m'étais jamais rendu dans le Donbass. Et donc je l'ai accompagné, on est arrivé le 6 février 2022 à Donetsk, et nous avons fait 2 semaines de reportage, somme toute assez classique. Bon, la ville était la cible de bombardements ukrainiens, mais je dirais à un rythme qui correspond à celui que les habitants de Donetsk vivaient depuis 2014. Donc, a priori, rien à signaler. Et puis, le 24 février, à 5 heures du matin, nos valises étaient prêtes. On devait retourner à Moscou. Ça faisait déjà 15 jours de présence sur place. Et puis, la Liseron vient toquer à ma porte et me dit, écoute, Poutine vient de déclarer la guerre, et donc il faudrait qu'on reste. Est-ce que tu peux, le rédacteur en chef de TF1 me demande de rester. Est-ce que tu peux me tenir compagnie encore pendant 15 jours, 3 semaines? Bon, alors, j'ai pas vraiment hésité parce que de toute façon, j'allais pas la laisser seule. Et puis, d'autre part, j'avais conscience que c'était quand même un moment historique, puisque vraiment, en étant sur place depuis 15 jours et puis en suivant l'actualité quand même depuis longtemps, cette déclaration de guerre a surpris tout le monde, y compris les locaux. Et donc, nous sommes restés 3 mois et demi sur place. Et nous avons couvert pas mal de... Bon, le front était assez long, puisqu'il partait de la mer d'Azov, donc tout au sud de Mariupol jusqu'à Lugansk. Donc on n'a pas pu tout faire, mais on a eu la chance de participer à la bataille qui, à l'époque, a fait la une de l'actualité pendant près de 3 mois, c'est la bataille de Mariupol. La bataille de Mariupol, c'est le premier succès important de l'armée russe, et c'est aussi la plus grande bataille urbaine depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et cette bataille de Mariupol, on l'a couverte donc pour TF1 et LCI, et on l'a fait 3-4 fois par semaine, parce qu'on ne pouvait pas se rendre... Enfin, l'accès à la ville n'était pas... D'abord, ça a mis du temps, puisque les Russes ne sont pas arrivés tout de suite à Mariupol. Pour arriver à Mariupol, il a fallu franchir... Alors, par le littoral, une 30aine de kilomètres, par l'accès nord de la ville, 80 kilomètres, avec des points d'accès ukrainiens, puisque la défense ukrainienne ne démarrait pas à Mariupol, elle démarrait dans des tranchées, dans des champs, mais aussi dans quelques villes peu importantes, mais où les Ukrainiens avaient essayé de freiner l'avancée russe. Et donc, en arrivant à Mariupol, au bout d'un mois, on a produit, je crois, l'équivalent d'un sujet tous les 2 jours pour... En général, c'était pour le JT de 20 heures, mais il y avait aussi des sujets, à la mi-journée, quand on avait la chance d'avoir de l'Internet. Mais là, j'ai compris qu'il y avait un côté un peu, dans ce journalisme de guerre, un peu compliqué, c'est que vous devez faire avec des contraintes qui sont des contraintes logistiques et des contraintes techniques aussi. Et donc tout se passe bien. Je me retrouve donc fixeur payé par TF1 et LCI pendant 3 mois. Et tout se passe bien. La rédaction est très contente puisqu'on est la seule équipe étrangère à Mariupol. Les journalistes d'AP, donc les Anglais, sont partis 1 semaine avant nous. On arrive dans la ville et on est pendant 2 mois les seuls journalistes d'un média étranger européen sur place. La direction est très contente, tout se passe bien. En étant sur place, on se rend compte que chez certains de confrères, notamment par exemple France 2 ou BFM, il y a un certain nombre de contre-vérités. Donc eux ne sont pas sur le terrain, mais ils relaient des informations qui sont produites par la presse britannique ou simplement par la propagande ukrainienne et qui ne correspondent pas à ce que nous on peut voir. Alors il y a quelques exemples. Le premier, c'est de dire la ville est rasée à 90%. Ça, c'est faux. J'ai parcouru toute la ville de Mariupol à l'époque et évidemment les destructions étaient considérables, mais dire que la ville était rasée à 90%, c'est un raccourci, c'est une caricature. Et là, on est
pas dans la réalité, on est dans la propagande de guerre. Moi, c'est ce que je rejette absolument, c'est-à-dire que peu importe le parti pris, on peut d'ailleurs ne pas avoir de parti pris, mais si on prend un parti pris pour les Russes ou pour les Ukrainiens, il faut quand même, par honnêteté intellectuelle, relater la vérité, la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Sinon, on fait de la propagande et on est dans la malhonnêteté, c'est ce que je rejette absolument. Donc ça, par exemple, la ville de Mariupol est rasée à 90%, ou de dire qu'il y avait des massacres de civils ou que les civils ne pouvaient pas sortir, ça aussi, c'était faux. Les civils, quand on arrive le premier jour dans Mariupol, les colonnes de véhicules civils pour sortir côté russe, c'est des colonnes de 4 ou 5 kilomètres. Et les Russes filtrent, parce qu'ils cherchent évidemment les combattants d'Azov ou des brigades ukrainiennes qui essaient de profiter des sorties de civils pour se camoufler et déserter. Donc ils vérifient les véhicules, etc. Mais il n'y a pas les Russes ne bloquent pas les civils. Les Russes n'exécutent pas les civils dans les caves. Beaucoup de civils ont vécu dans les caves, ils ont survécu d'ailleurs dans des conditions très, très complexes, assez dramatiques, manque d'eau, pas d'électricité, pas de chauffage. Il faisait à l'époque mars, il faisait moins 15, conditions très difficiles, mais dire que les Russes, que c'était un massacre de civils, etc., c'est totalement faux. Voilà, donc je passe sur Mariupol parce que j'ai peu de temps, mais quand on termine ce travail, j'ai bien conscience et qu'on rentre à Moscou, j'ai bien conscience que ce qu'on a vu sur le terrain, ce qu'on a réussi à relater, parce que finalement, quand on envoie les sujets, j'ai compris le travail d'un journaliste de guerre, c'est-à-dire que vous rentrez le soir, vous avez 2 heures pour monter un sujet de 4 minutes, vous avez tourné 5 heures, donc vous devez garder le plus intéressant, faites votre sujet et l'envoyer, c'est diffusé tel quel. Et je vois bien, parce que je suis les conversations, qu'il n'y a pas de filtrage. Quand la rédaction de TF1 reçoit le sujet à Paris, elle ne filtre pas. C'est-à-dire que le sujet, il passe direct. Il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de deuxième montage, etc. Et donc je suis plutôt optimiste, parce que je me dis qu'on fait du bon travail et que finalement, sans faire aucune propagande, la réalité qu'on relate est transmise telle quelle aux téléspectateurs. Et puis donc on sort de Mariupol, on rentre à Moscou, j'écris un livre avec Liseron publié dans une très grande maison d'édition. Et là, première alerte, pour moi, c'est que quand on publie ce livre qui relate la bataille de Mariupol, eh bien, au moment de faire la promo du livre, il n'y a pas de promo. Et là, je me dis, c'est bizarre, parce que c'est quand même ce livre, on est venu nous chercher pour écrire ce livre, et la promo, ça se réduit à 2 passages. Et à l'époque, je faisais beaucoup de passages LCI, donc je me dis, bon, c'est pas très grave, l'éditrice doit être prise avec d'autres sujets, je n'en tiens pas rigueur, je fais les plateaux LCI, puis à chaque fois que je faisais un plateau LCI, il y avait le livre qui passait, ça faisait la promo, pas de problème. Et puis, tout se passe tellement bien que, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, on est nominé au prix Bayeux. Le prix Bayeux, c'est le prix français pour les reporters de guerre. Et le prix Bayeux sélectionne un des reportages qui était passé aux 20h de TF1, justement sur la bataille de Mariupol, avec une scène assez poignante où une famille évacue la ville et les enfants poussent la grand-mère qui est sur une chaise roulante. Et en fait, la grand-mère fait un arrêt cardiaque devant nous, devant la caméra. C'est ce sujet-là qui est retenu. Et on m'avait prévenu, le prix Bayeux, tu peux être nominé, c'est déjà très bien, mais ne compte pas le gagner, puisque celui qui le gagnera sera forcément un reportage réalisé côté ukrainien. Et donc, mais la nomination était déjà une belle reconnaissance du travail qu'on avait fait. Et à un moment, les choses se durcissent, c'est-à-dire qu'à partir d'octobre 2022, d'un coup d'un seul, je ne suis plus invité nulle part. Liseron Boudoul est placardisé avec interdiction de retourner en Russie. Et moi, je deviens l'espèce de... Je suis complètement ostracisé, quoi. Et à ça, il n'y a pas vraiment d'explication, puisque sur les plateaux, je me tiens toujours bien. Et je faisais vraiment aucune propagande, quoi. Simplement, j'essayais, parce qu'à l'époque, il y avait déjà une présence un peu hystérique et ultra émotionnelle sur les plateaux. Notamment de réfugiés ukrainiennes qui étaient sans arrêt dans l'émotion et pas tellement dans l'analyse et dans un peu de prise de recul, ce qu'on peut comprendre en partie. Et donc d'un coup d'un seul, plus invité nulle part. Et c'est là que j'ai vu le basculement de cette chaîne pour laquelle j'ai travaillé pendant 6 mois et avec laquelle tout se passait bien.
d'un coup devenir une chaîne de propagande sans aucune, comment dirais-je, retenue et sans aucune... Enfin, avant, sur les plateaux, au départ, il y avait quand même... il y avait de l'analyse, même certains généraux qui aujourd'hui sont des propagandistes ukrainiens et otaniens, je dirais quasiment revendiqués. À l'époque, quand même, parfois on se regardait, quand on entendait certains mensonges proférés sur le plateau, on essayait de remettre un peu d'honnêteté, un peu de réalité. Et là, on voit que tout a basculé, quoi. Et ça, pour moi, c'est je vois très bien le point de bascule dans cette guerre, puisqu'on parle de la guerre russo-ukrainienne. Pour moi, c'est octobre 2022. Et LCI bascule totalement dans la propagande. Et c'est assez insupportable. Et sur ces plateaux, depuis, parce que on suit, avec Omerta, on suit un peu ce qui sort sur ces médias mainstream, il faut dire que c'est quand même une avalanche de mensonges, de caricatures, d'approximations, de contre-vérités. Alors évidemment, on ne peut pas en citer que quelques-unes, mais quand vous entendez, par exemple, qu'on vous dit à longueur de plateau de télévision que les pertes russes sont de 1000 hommes par jour et que la source de ce chiffre, eh bien, c'est le renseignement britannique, eh ben là, si vous voulez, vous ne pouvez rien dire parce que aller chercher, comment dire, une source qu'on livre aux téléspectateurs alors qu'elle est donnée par, comment dire, une agence de propagande anti-russe, bon, c'est totalement surréaliste. Autant à ce moment-là ne donner aucun chiffre, puisque de toute façon, il n'existe de chiffre officiel ni côté ukrainien ni côté russe. Voilà. Donc c'est un exemple, mais ou de dire que l'armée russe est composée de crétins, d'alcooliques, que les Russes n'ont pas accès à la télévision, qu'ils n'ont pas de machine à laver, que bon, tout ça c'est. Mais quelque part, bon, ça doit marcher auprès de certaines personnes, ça doit marcher, mais je dirais c'est pas la conception que je me fais du journalisme, c'est pas la conception que Régis Le Sommier avec l'équipe d'Omerta se fait du journalisme. Peu importe le parti, si on a un parti pris, je le redis, on n'est pas forcément obligé de prendre parti, surtout dans des conflits qui n'impliquent pas en théorie directement la France. On peut très bien ne pas prendre parti et rester dans l'analyse, mais se voir déverser une avalanche de mensonges et d'approximations ou de manipulations, c'est tout simplement insupportable. Voilà, donc évidemment la situation sur le terrain, elle est différente. Encore que, vous voyez, le réel s'invitant quand même maintenant, parce que après avoir expliqué que les Russes reculeraient, que l'armée ukrainienne étant composée d'Européens non asiatisés, mieux formés, mieux équipés par les blindés occidentaux, que les Russes en face étaient armés de vieux matériel soviétique, etc. Après avoir expliqué que finalement tout ça provoquerait la chute, jusqu'à la chute de Vladimir Poutine, eh bien, on se rend compte aujourd'hui que eh bien, les choses sont un peu différentes et que la fin de cette guerre pour l'Ukraine risque d'être plus difficile que ce qui nous avait été promis il y a encore un an sur tous les plateaux des chaînes mainstream. Voilà. Pour finir, peut-être, ce qui me reste peu de temps, je peux vous commenter. On a sélectionné quelques photos. Puisque, alors, chez Omerta, on a essayé de traiter un certain nombre de sujets auxquels les médias mainstream n'ont pas accès. Par exemple, bon, là, on n'a pas l'air très réveillé. Là, on allait à Kherson. Kherson, c'est la ville ukrainienne qui a été évacuée par les Russes, qui est sur le littoral de la mer d'Azov. C'est un port assez important. Et là, donc, on est la seule équipe à s'être rendue à Kherson. Le pont Antonovski avait été déjà détruit par les HIMARS ukrainiens. Et donc, on va traverser sur un ponton, sur une barge militaire, le fleuve. On va passer 4 jours côté Kherson, là où aucune autre équipe occidentale n'est allée, côté russe. Là, on est avec un ancien membre de la société militaire privée Wagner, qui a participé à la marche sur Moscou, de Wagner sur Moscou, et qui, entre autres choses, raconte son expérience dans Wagner et son expérience dans la colonne russe, parce que c'est dans la colonne des camions qui montait vers Moscou. On n'a pas fait que lui, on en a fait d'autres. Lui, à l'époque, a réintégré un bataillon de volontaires cosaques sur le front de Lugansk. Donc, la plupart d'ailleurs d'entre eux ont retrouvé des unités après leur passage chez Wagner.
Alors ça, c'est sur le front de Kremina-Svatovo, c'est au nord de Lugansk, c'est un tir de mortier de 120 mm. Et d'ailleurs, un peu plus loin, en fait, avec Régis, on a une des séquences pour nous les plus fortes, c'est que à l'époque, il n'y avait pas de drone, on arrive en voiture, il y a juste un drone ukrainien d'observation qui nous voit certainement débarquer. Et là, on est bloqué pendant 3 heures. Là, ce jour-là, ça a bien tapé. Mais ce serait aujourd'hui, ce serait plus l'artillerie. C'est-à-dire que sur les derniers reportages, le risque principal, c'est le drone kamikaze qui vole. Pouvait pas faire 200 mètres sans avoir une alerte de drone kamikaze. Et c'est devenu la menace principale, largement devant les mortiers, devant l'artillerie. Enfin, ensuite. Ça c'est un tir de, oui, ça c'est un obusier soviétique pas très loin de Bakhmout, pas très loin de Bakhmout. Ces pièces, elles sont utilisées par l'armée russe et par l'armée ukrainienne. Je le disais tout à l'heure, ça fait l'objet de moqueries côté médias mainstream parce qu'on a dit ils ressortent le vieux matériel soviétique, etc. Sauf que le matériel soviétique, il fonctionne. Qu'il fasse plus 30 ou moins 20, les obusiers sont toujours en état de fonctionner. Et aujourd'hui, vous avez les drones qui permettent de guider, les drones d'observation qui permettent de guider les tirs d'artillerie. Et donc, c'est devenu... c'est pas du tout, les Français, par exemple, se sont débarrassés de toutes ces pièces, les AUF-1, etc., les canons automoteurs. On a tout envoyé, à la casse, alors que les Russes ayant gardé, et les Ukrainiens aussi, ayant gardé quasiment l'intégralité du parc de leur artillerie, eh bien, sont capables de mener une guerre qu'aucun autre pays occidental ne peut mener aujourd'hui. Ensuite, alors ça c'est un tir de nuit. Bon, la photo, ça c'est une photo qui est prise à la caméra parce qu'il faut vous dire que quand vous êtes quand vous êtes sur un reportage comme ça, vous êtes tributaire, les artilleurs vous attendent pas. C'est-à-dire que ils attendent 30 secondes. Ils vous font sentir que c'est déjà trop. Et donc vous avez très peu de temps pour... Et souvent on n'a pas le temps de faire des photos. Parce que comme ça, un tir de nuit, vous le captez à la caméra. Parce que pour nous, le film, pour les reportages vidéo qu'on produit, est plus important que la photo. Mais à partir de la vidéo, vous pouvez faire de temps en temps un extrait de photo. Alors ça, c'est pareil, c'est au nord de Bakhmout. Ça, c'est il y a 1 an. Et donc sur cette route, donc ciel bleu dégagé, on arrive le matin, il est 5 heures du matin, on est déposé, il fait encore nuit, par une petite camionnette. On fait 1 kilomètre à pied, on rejoint des positions anti-chars russes. Et au bout de 3 heures, le tournage est terminé. Bon, c'est des blocos, mais on se dit, bon, on va pas rester là, il est 10 heures du matin, on va pas rester là jusqu'au soir. Et on décide de repartir à pied sur cette route qui est surnommée la route de la mort. Mais quand on arrive sur cette route à pied, puisque la camionnette ne veut pas venir nous chercher, donc on doit faire 7 km à pied pour rejoindre un village, on se dit, mais la route de la mort, mais il n'y a rien, quoi. Tout est calme, ciel bleu, aucun problème. Et en fait, en marchant, là, c'est là où on croise le premier drone kamikaze ukrainien. Et pour l'anecdote, c'est assez drôle parce qu'il arrive, il se met en stationnaire au-dessus, on le regarde, il nous regarde. Et bon, bah là, on se dit, bon, bah là, vous voyez, sur la route, là, vous pouvez sauter sur le côté, mais il n'y a pas d'endroit où s'abriter, il n'y a rien. Et finalement, il repart, il choisit une camionnette, une petite camionnette de ravitaillement russe, et il va se faire péter sur la camionnette qui a 300 mètres. Et donc, voilà. Aujourd'hui, ce serait différent. Aujourd'hui, je pense que là, ce ne serait pas 1, ce serait 5. Et aujourd'hui, ça vole non-stop. Hein. Vraiment, c'est non-stop. C'est des centaines de drones utilisés tous les jours sur chaque secteur du front. C'est devenu quasiment impraticable. On va voir la suivante si on a une. Ça c'est ça c'est plus tard, c'est sur ce reportage. C'est une pièce. Alors c'est un canon anti-char à la base soviétique, mais qui a été reconverti un peu en pièce d'artillerie mortier. Et donc il est utilisé comme ça. Donc on arrive sur la zone du tournage. Pareil, on est déposé très tôt le matin, on arrive sur la zone du tournage, et là ils se mettent en action, et ils nous disent, bon bah là, dans 2 minutes ils vont répondre. Donc on repart en courant, et effectivement, 2 minutes 30 après, un char ukrainien qui est un peu plus loin, parce qu'ils savent très bien, ce qu'il faut dire, c'est qu'avec les drones, les Ukrainiens savent où sont les positions russes quasiment au mètre près, la cuisine, le point logistique, l'état-major, ils savent tout, et c'est pareil pour les Russes, ils savent exactement où se trouve chaque Ukrainien de l'autre côté. Donc quand les Ukrainiens reçoivent le tir de SPG,
ils savent très bien où répondre et le tir du char en fait arrive pas très loin. Là, c'est le dernier reportage qu'on a en partie dans notre dernier magazine hors série et bientôt sur l'application. En vidéo, c'est à la rencontre avec un officier qui s'appelle Classique, qui est là et qui, lui, a participé à plusieurs assauts. Et il en a perdu quasiment une partie de sa jambe. Il a une jambe qui est plus courte aujourd'hui. Il a une histoire absolument incroyable. Au départ, c'est un prof de sport qui s'engage à 40 ans par patriotisme et qui a fait son service militaire, mais qui ne connaît pas plus que ça à l'armée. Et il gravit un certain nombre d'échelons au point de devenir commandant de compagnie. Et il participe à un assaut sur une tranchée ukrainienne. Un assaut qui se passe pas très bien pour lui puisqu'il perd une partie de sa jambe et son histoire assez incroyable parce qu'il est c'est vraiment en France on sait ce que c'est qu'un officier qui montre l'exemple. On a moins de connaissances de l'armée russe, mais lui, c'est vraiment c'est l'officier modèle, quoi. Son histoire valait d'être racontée. Vous avez le drapeau de Wagner parce qu'il n'était pas chez Wagner, mais dans toutes ces unités, la présence de Wagner, Wagner est une légende dans une grande partie de l'armée russe, notamment pour tous ses volontaires. Et donc, bien qu'ayant été dissoute, le drapeau de Wagner, vous le trouvez quasiment dans chaque unité. Ça, c'est près d'un obusier. Vous voyez les obus là, d'un 152 mm. Et pendant le tournage, il y a une alerte, parce que pour repérer les drones, vous avez une petite radio et s'affiche sur la radio si c'est un drone kamikaze qui est à proximité ou si c'est un drone d'observation. Là, je sais plus, je crois que c'est un drone d'observation. Et donc, il se met en position pour essayer de le repérer. Alors, l'arme qu'il utilise n'est pas très adaptée. En réalité, ça parlait à beaucoup d'entre vous. Le meilleur moyen pour descendre un drone, c'est pas le fusil d'assaut, c'est le fusil de chasse. Voilà, donc ils ont tous récupéré le fusil de chasse de grand-père et là on ne le voit pas, mais c'est assez drôle de voir la combinaison d'armes assez modernes avec des viseurs thermiques, etc. Et puis du vieux 12 quoi, qui sert à descendre le drone. Et donc là, c'est le dernier hors-série qui est en kiosque et dans lequel vous retrouvez justement, dans lequel on vous explique que les négociations qui ont démarré, puisqu'on vient juste de cette zone, n'ont pas changé le quotidien des soldats et que côté russe, en fait, il y a un regard bienveillant vis-à-vis de Trump, mais qui sont tout à fait déterminés, tout à fait prêts à se battre encore des mois et des mois pour. Ils sont absolument pas décidés à lâcher prise, voire même, je pense que pour certains, il y a vraiment le souhait de continuer d'aller jusqu'au bout, et donc sur le terrain, il n'y a absolument pas de modification, il n'y a absolument pas de relâchement, d'un côté comme de l'autre d'ailleurs, parce qu'il faut souligner que malgré une plus grande faiblesse de l'armée ukrainienne sur l'artillerie, sur les blindés, etc., grâce à une légère supériorité du côté des drones et à une pugnacité évidente, eh bien, ils arrivent à ralentir les Russes, à freiner la progression russe. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup.